et bienvenue sur Oseras-tu, le podcast. Nous sommes Manon et Sébastien. Après plusieurs années de salariat dans des domaines très différents, nous avons choisi de chambouler nos vies et de tout changer. Aujourd'hui, nous accompagnons les personnes audacieuses à exprimer cette partie d'elles-mêmes pour qu'elles osent, elles aussi, changer leur vie à leur façon. Seuls, à deux ou avec nos invités, nous allons te partager des parcours inspirants, des retours d'expérience et aussi plein d'astuces et d'idées pour t'aider à oser réaliser tes projets et vivre la vie qui t'épanouit. Tout ça dans la joie et la bonne humeur, alors installe-toi confortablement et bonne écoute. Bonjour Elodie. Coucou. Salut Seb. Bonjour Sébastien et Manon. Vous allez bien? Super, merci. Super, et et toi? Bien, merci. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Pareil. Plaisir partagé. On est ravis du coup de t'accueillir sur notre chaîne parce que comme tu peux le savoir, on a à cœur de mettre en avant des personnes au parcours inspirant et même des personnes inspirantes tout court, dont tu fais partie. Et parce qu'on est vraiment convaincus qu'en partageant ça aux personnes qui nous écoutent, ça peut vraiment les aider, ne serait-ce que leur donner un déclic, une idée, une envie, enfin quelque chose qui va pouvoir leur donner envie de oser. Donc nous, on a eu la chance de te rencontrer lors d'un programme de coaching. Et ce qui nous a tout de suite marqué avec Manon, c'est vraiment ta joie de vivre, ton sourire et ton parcours qui sort un petit peu de l'ordinaire, si je puis dire, parce que tu as vécu donc dans plusieurs pays dans le monde. Et je dis bien vivre, donc pas seulement voyager. Notamment, en l'occurrence, tu habites du coup, si je dis pas de bêtises, à Lisbonne, au Portugal. Ouais, à côté de Lisbonne, ouais, tout à fait. Voilà, parfait. Et du coup, tu es coach holistique et tu accompagnes les femmes qui sont ou ont été à l'étranger à se réinventer dans les phases de transition qu'elles ont lorsqu'elles vivent d'un pays à un autre, qu'elles passent d'un pays à un autre. Est-ce que ça a été clair pour toi? Oui, oui, très bien. Ça résume bien mon activité. Merci Sébastien. Parfait. Alors tout d'abord, je voulais vous remercier d'avoir pensé à moi. Je suis très contente d'être là aujourd'hui. C'est chouette de partager ce moment avec vous. Et oui, donc en effet, avec mon mari, en fait, il y a à peu près 26 ans, on a décidé de partir à l'étranger. Et ça, c'était, mon mari n'avait pas fini ses études et moi, je venais juste de finir les miennes. Et donc, le premier pays qu'on a fait, c'était le Brésil. Quelle étude tu faisais par curiosité? En fait, moi, j'ai fait une prépa HEC, une école de commerce, l'ESC Saint-Étienne. Mon mari était à l'ESC Rouen, à l'autre bout de la France, donc on était déjà un peu éloignés l'un de l'autre. Mais donc, voilà, on s'est rejoints en partant tous les deux au Brésil, à Rio. Et qu'est-ce qui t'a poussé à partir à l'étranger comme ça? Parce que c'est vrai que c'est pas courant, on va dire. Déjà, moi j'ai une double nationalité, je suis franco-néerlandaise, mon papa est hollandais, et dans sa famille, j'avais déjà des oncles et tantes un peu au Brésil, aux Philippines, à Singapour, enfin voilà, un peu partout. Puis c'est vrai que les Hollandais, ils ont un peu le commerce dans le sang et du coup, ils vont un peu partout dans le monde. Et peut-être que ça me vient de là, je ne sais pas. Vous voyagez enfant? Alors, enfant, ce que j'allais dire justement, dès petite, nos parents nous ont laissé partir, notamment avec notre cousin, et on allait dans pas mal d'endroits, mais en France, seulement en France. Mais on avait l'habitude de bouger pas mal et de faire les choses un peu spontanément, au dernier moment, quoi. Et donc voilà. Et sinon, en fait, je pense que dans ma famille, j'ai été la première à prendre le TGV à l'époque. Et après, la première à prendre l'avion, enfin dans ma famille, je parle de mon cercle restreint, mes parents et ma sœur. Je savais en entrant en école de commerce, je savais que je voulais partir à l'international. Et d'ailleurs, c'était le thème de mon sujet de fin d'études, qui était le commerce international. Donc, j'avais déjà ça quelque part dans ma tête. Qu'est-ce qui t'a attiré finalement à partir à l'étranger? Je pourrais pas dire comme ça. Je pense que c'est vraiment un tout, le fait de vouloir aller découvrir d'autres univers. Voilà. Et le choix du Brésil, du coup, c'était par rapport à ce que tu nous as dit avant ou c'était En fait, c'était plus lié à mon conjoint de l'époque qui est maintenant mon mari, parce que lui, il devait trouver son stage de fin d'études, fin ou d'année sandwich, je ne sais plus exactement. Donc, il avait plusieurs pistes. Il y avait l'Afrique du Sud et puis le Brésil. Et au final, il l'a trouvé donc au Brésil et c'est comme ça que je l'ai suivi. On est partis ensemble.
un peu à l'aventure. Et vous parlez du coup un peu la langue avant d'y aller ou pas du Eh tout? ben, moi, non, pas du tout. Et j'avoue que ça a été un vrai boost, un vrai challenge, les deux à la fois. Parce qu'en fait, c'était la première fois où j'allais dans un pays où je ne parlais pas la langue et où je ne comprenais pas et je n'étais pas comprise. Donc, je me suis très, très vite mis au cours particulier avec une habitante, je ne sais plus comment on est rentré en contact, mais enfin, quelqu'un de très sympa. Donc, j'allais chez elle pour prendre les cours régulièrement. Et ça m'a permis de assez vite, on va dire, me faire comprendre et comprendre, sans pour autant être bilingue, parce que moi et les langues, c'est pas mon. Je ne sais pas si vous entendez mon accent anglais de temps en temps sur Il est très bien mon ton Moi, je accent. trouve Instagram. que tu parles très bien. Donc voilà, mais c'était une très belle aventure. C'était un peu, pour résumer, l'auberge espagnole au Brésil. On était plusieurs étudiants dans un appartement qu'on partageait. Magnifique point de vue sur Ipanema. C'était très chouette, une très belle expérience. Toi, Donc, du coup, comme tu venais de terminer tes études, tu as travaillé là-bas? j'ai travaillé pour une société française dans la sécurité. Et après, j'ai postulé pour travailler chez Sanofi Synthé-Labo à l'époque. Ils n'étaient pas encore scindés. Mais je n'ai jamais eu mon visa de travail. Donc, moi, j'ai dû rentrer avant Marc, hein, donc mon mari. Et donc, je suis rentrée en France et j'ai trouvé du travail en France. Vous êtes resté combien de temps du coup? Enfin, tu es resté combien de temps du coup au Alors, moi, Brésil, à je peu suis près? restée à peu près 8 mois et Marc, pratiquement 4 mois de plus que moi. Donc, on va dire, c'était une première grande expérience, même si on n'est pas resté très longtemps, parce que on était quand même très loin de nos familles respectives. Et puis oui, la première fois qu'on partait seul, quoi. On se demandait tout à l'heure, tous les deux, si tu avais. Mais tu as un petit peu répondu à la question finalement. C'est si tu n'avais pas eu ton mari, est-ce que tu serais partie quand même à l'international? Je pense que oui. Alors, c'est un détail, ça m'amène à vous raconter ça. À l'époque, j'étais au Scout de France. Et en fait, on ne faisait pas un pays chaque été, mais enfin, on avait été en Pologne, on avait été en Écosse. Et ça aussi, ça a sûrement contribué à me donner du goût pour partir et découvrir d'autres pays, d'autres cultures, en fait. Et pour répondre à ta question, je pense que oui, je serais partie. Ouais. C'est vrai qu'on se demandait ça. Ouais. Bah, tant mieux, c'est là si tu aurais osé partir toute seule. Et puis, je suppose qu'il a été d'un très bon soutien aussi, ton Ah, mais mari, à cette époque. non, ouais. Non, non, c'est clair. C'était une super aventure tous les deux parce qu'on l'a vécu vraiment comme ça. À l'époque, hein, il n'y avait pas WhatsApp. Je fonctionnais en lettres avec la France par des fax, pour vous dire. Donc, Oui, parce que là, tu parles des années quoi, 2000 ou 90 quand même? 1998, on est 98, parti en ouais. 98, Ouais. c'était l'année de la Coupe du Monde. Oui, c'est Et vrai. la France a gagné contre le Brésil, alors Ben autant oui. dire que les Brésiliens n'étaient pas très contents. Mais c'était une super expérience. Ouais. Top. Et du coup, finalement, ce goût du voyage, toi, quand tu es rentrée en France, très vite, tu as souhaité repartir ou au départ, tu n'étais pas dans cette démarche? En fait, j'attendais que Marc revienne. On est restés séparés, bon, pas très longtemps, mais quand même, quand on est amoureux, c'est long et loin. Et le téléphone, c'était pas terrible à l'époque, donc voilà. Après, on est resté une période, je crois, d'à peu près 1 an en France, si je me souviens bien. Et puis, et Marc a eu une opportunité pour partir pour Madagascar. Et alors là, pour le coup, Madagascar, pour moi, ça me semblait le bout du monde. Et puis, mais pareil, en 15 jours, on s'est décidé à partir. Et puis voilà, donc cette fois-ci, on est parti. Ouais, c'était aussi une très belle aventure. Concrètement, quand on part comme ça, comment on fait pour des trucs tout bêtes, mais comment on fait pour trouver un logement, Alors, en fait, lui, il est parti pour les représentants notamment de BP, British Petroleum, là-bas. C'était une société locale. Et c'est eux qui nous ont, et si je me souviens bien, hein, c'est eux qui nous ont proposé la maison, il me semble. Il me semble, ouais. C'est marrant, c'est des détails qui… Oui, c'est sûr que c'est le genre de détail très concret finalement auquel là je pense, mais Ouais. Ben, par exemple, quand on était au Brésil, on avait trouvé ce système d'appartement par des copains de copains. Enfin voilà, c'est comme ça que ça… C'est le bouche à oreille souvent. Hein.
Juste pour repréciser, par rapport au Brésil, quand vous êtes parti, votre but, c'était d'avoir tous les 2 le visa et d'y rester à la base, c'est ça? Ou pas du tout? On n'avait pas vraiment de plan sur le long Ouais, terme. ok. Ça, c'est un peu, on est, comment je dirais ça? À saisir les opportunités, en fait. Ok. On n'a pas vraiment de plan détaillé. OK, dans 2 ans, on sera là et dans 3 ans, on sera là-bas. Non, OK, tiens, il y a ça qui se présente à nous. Ça nous, par l'intuition, ça nous semble vraiment intéressant. On y va. Donc voilà, c'était Top. plus comme ça qu'on a réagi à chaque fois, avec différentes motivations en fonction aussi de notre famille. À l'époque, on n'avait pas de famille, on n'avait pas d'enfants, donc on est quand même beaucoup plus libre. On peut vraiment partir comme ça. Quand on est parti en 15 jours, on a juste eu à dire au revoir aux amis et papa, maman, et voilà, enfin, et ma soeur. Donc c'est plus simple que de gérer quand on a des enfants où il faut penser à l'école et puis à la sécurité. Enfin voilà, c'est. Ouais, c'est vrai qu'on reviendra sur ce sujet-là, je pense, après. Mhm. Si on reprend un petit peu le fil, là, comme effectivement, ils n'étaient pas là. Donc, du coup, Madagascar, là, ça a duré combien de temps cette, Madagascar, ça a duré 2 ans. On était quand même parti pour plus normalement. Mais en fait, on est arrivé au moment où il y a, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais il y a eu à un moment donné à Madagascar 2 présidents en même temps. Et donc, c'était un peu l'état d'urgence. Il y avait les militaires dans les rues, il y avait la loi martiale, donc on ne pouvait plus sortir le soir après, je crois, 6 ou 8 heures, je ne me souviens plus. Mais il y avait des barrages, en fait, qui étaient tenus par les militaires. À un moment donné, il n'y avait plus d'eau, plus d'électricité. Enfin voilà, c'était aussi une belle aventure, ça. On était prêts à partir d'un moment à l'autre avec notre petit backpack. Finalement, ça ne s'est pas passé comme ça, mais la situation était, je pense, trop instable pour qu'on puisse rester. Donc, on est resté 2 ans quand même. Ok. Après, vous êtes rentré en France un peu, de mémoire, parce qu'à chaque fois, il y a un retour en France. Oui, il y a un retour en France, ouais, exact. Et je pense que cette fois-ci, si ma mémoire est bonne, c'est ce qu'on se disait, les chiffres, après on oublie en fait. Mais si je me souviens bien, je pense que on est resté 4 ans cette fois-ci en France. Et toi, tu as du mal déjà à retrouver du boulot à Madagascar ou ça s'est passé comment? Tu as fait quoi du coup? C'était la même boîte, rien à voir? Exact, c'était le même groupe en fait. Le Ok. même groupe, mais dans des départements différents. Marc était sur tout ce qui était BP, moi j'étais sur l'immobilier. Donc, Ok. création de. En fait, c'était pour une société qui louait à des gens qui travaillent dans le textile, des entrepôts. En fait, c'était de la location de warehouse. Voilà, c'est ça. D'accord. Et on a créé ensemble le site internet et le système pour la location. C'était assez intéressant. Et du coup, quand vous êtes reparti en France, vous avez conservé ce travail-là, finalement? Ah non, non, pas du tout. Non, pas du Non, tout. non, Du c'est coup. vraiment une société locale. À chaque fois, ça repart à... À chaque fois, on repart à zéro. Mais ce qui est aussi vraiment génial, parce que du coup, en repartant à zéro, on remet tout à plat et tout devient possible. Donc, dans mon expérience professionnelle, j'ai travaillé pour différents secteurs d'activité et à différents postes, bon, toujours liés quand même, on va dire, au commercial. Mais oui, des expériences bien différentes les unes des autres. Et en France, vous n'aviez pas de pied-à-terre quand vous partiez, Non. finalement? À chaque fois, il fallait retrouver un Alors, logement. la première fois, quand on est parti au Brésil et qu'on est revenu, on était encore jeunes et on a pu se repositionner chez mes parents. Donc ça, c'était génial. C'était une belle opportunité de se retrouver et puis de nous donner un peu de temps pour aussi se voir venir comme on pouvait, ce qu'on voulait faire. Et après, donc après Madagascar, on a dû prendre un appartement. Et en plus, on est revenu avec un chien. On avait eu un berger allemand là-bas, un berger allemand. Mais bon, on n'avait pas prévu de rester si peu de temps, en fait. C'était vraiment pas le plan au début. Donc voilà, on a dû s'ajuster et comment dire, oui, s'ajuster à la situation, en fait. Rebondir, quoi. Et du coup, après, donc, quelques années sont passées et là, ça a été Dubaï cette fois, c'est ça? J'en loupe pas Oui. où il y a eu de... Exactement, c'est ça, ouais. On est parti après 4 ans en France. Ces 4 ans en France ont quand même bien compté, aussi bien pour Marc que pour moi en termes de carrière professionnelle, on va dire. Moi, j'ai travaillé pour une société qui faisait des événementiels et tout ce qui était incentive. Donc, motiver les commerciaux pour augmenter leurs ventes. En fait, on faisait des programmes
Et c'était toute la partie créative des supports de communication et du concept de A à Z des concours ou des challenges qu'on organisait. Et ça m'a, on va dire, j'ai été très vite en contact avec des graphiques designers. Et c'était la partie que je préférais dans mon job. C'est pas moi qui faisais les designs, mais on inventait les thèmes et puis on allait discuter avec eux. Et je pense que c'est ça qui a vraiment éveillé un peu ma créativité, que j'ai pu faire grandir au fur et à mesure des années dans cette société et plus tard, après, dans mes autres postes. Et du coup, pour Dubaï, qu'est-ce qui s'est passé? C'est encore une opportunité professionnelle Ouais, en fait, vous a mon fait mari, à partir l'époque, là-bas? il travaillait pour le groupe Renault Trucks. Et en fait, il était déjà beaucoup, pas la moitié du temps, mais presque, en Arabie Saoudite et à Dubaï. Donc, à un moment donné, il a eu la possibilité de partir et donc on s'est dit, pourquoi pas. Et alors là, il y a une différence qui a été majeure ou pas, mais en tout cas, on l'a vécu différemment. C'est que comme c'était pour un grand groupe, en fait, on a eu l'opportunité d'aller faire un look and see trip, c'est-à-dire d'aller se rendre sur place et voir si on pourrait se sentir bien là-bas avant de vraiment partir. Alors que quand on est parti au Brésil ou à Madagascar, on est parti blind. En fait, on ne savait vraiment pas où on allait mettre les pieds. Donc, voilà. Et puis, donc voilà, en fait, on a fait notre look and see trip et on s'est dit, OK, on y va. Et c'est comme ça qu'on est parti là-bas. Et là, pour le coup, on est resté 15 ans à Dubaï. Et sur le moment, du coup, quand tu es partie, toi, tu n'avais pas encore Non, de j'avais pas travail, de tu as job. trouvé une fois sur place. Voilà, j'ai trouvé sur place. J'ai fait une mission d'abord pour le groupe Volvo. Ensuite, j'avais trouvé j'ai eu Sacha, donc mon premier enfant. D'accord, qui est né à Dubaï, du coup? Alors, techniquement, il n'est pas né à Dubaï, il est né en France parce que à l'époque, mon anglais était vraiment pas bon. J'étais pas à l'aise en fait. Et avoir son premier enfant dans un environnement où on ne comprend pas, d'un point de vue hospitalier, où on ne comprend pas ce qui se passe, j'avais pas vraiment envie de vivre ça. Et en plus, j'aurais été toute seule. Et mon mari voyageait donc à l'époque. Donc en fait, je suis rentrée en France pour accoucher. Et mon mari, quand je l'ai appelé, lui dire ah, le bébé arrive, il était à Lyon et il a eu juste le temps de tout remonter en voiture jusqu'à Beauvais où Sacha est né. Et donc, il était là pour l'accouchement, c'était chouette. Un beau moment. Donc voilà, donc Sacha est né en France techniquement, mais on est resté 1 mois en France et dès qu'on a pu repartir, on est reparti à Dubaï. Oui, donc en fait, il a fait toute sa petite enfance jusqu'à presque la 14 ans. préadolescence là-bas, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Et alors ça m'intéresse, moi, parce que Dubaï, j'ai eu l'occasion d'y aller en 2017 et c'est vrai que c'est la ville de toutes les démesures, mais il y a 15 ans, c'était comment? Même encore plus maintenant, parce que c'est c'est dans les encore années 2010. Ouais. Alors, moi, j'avais une préférence pour le Dubaï d'avant, où c'était Sheikh Zayed Road. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est la rue principale en fait qui longe un peu l'autoroute, où il y a plein de buildings de chaque côté. Et à l'époque, par exemple, le Sheikh Khalifa, cette grande tour, la tour la plus haute du monde, je ne sais pas si elle l'est encore, mais elle était à peine en construction. Donc, nous, quand on est arrivé, Sheikh Zayed Road n'était pas du tout encore aménagé comme c'est aujourd'hui. Il y avait encore beaucoup de centres d'intérêt sur le vieux Dubaï. Et puis, oui, c'était beaucoup moins, comment dire, je ne vais pas parler d'authenticité, parce que Dubaï, c'est toujours Dubaï et c'est toujours le côté bling-bling, on va dire. Mais si, quand même, c'était plus authentique, je trouve, à l'époque. Mais voilà, bon, il faut avancer avec son temps. Dubaï, nous, ce qui nous a vraiment plu dans cette ville, c'était le dynamisme qu'il y avait. Oui, c'est ça, je voulais te demander. C'était déjà une ville. C'était en plein boom. Et puis, surtout, voilà, nous, avec quelque part, avec le système français, on rencontrait un peu des bâtons parce que le fait de ne pas avoir fait les plus hautes écoles de commerce qui étaient reconnues comme HEC, ESSEC, ESCP, en fait, on se rendait compte qu'au niveau des grilles salariales, notamment pour mon mari qui, quand par exemple il travaillait chez Total, il se retrouvait automatiquement pour un poste équivalent, une grille salariale en dessous des autres. Donc du coup, c'était un petit peu frustrant et on s'est dit, quand il a eu cette opportunité pour aller à Dubaï,
tous les deux, en fait, petit à petit, on a eu l'opportunité d'avoir des jobs qui étaient hyper intéressants que potentiellement, on n'aurait pas eu à notre âge en France. Oui, d'accord. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez remarqué là. En tout cas, à Dubaï, on vous a donné des opportunités plus liées finalement à vos compétences, Ouais. vos diplômes et au nom de l'école, quoi. C'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, exactement. C'est Donc, quelque chose aussi que j'ai déjà entendu, notamment pour le Canada, je crois, où oui, peut-être. beaucoup Non, comme bien. ça. Ouais. Ouais, c'est un pays qui, enfin, je connais pas bien ce pays, mais en tout cas, ce que j'en ai vu, c'est un pays hyper dynamique et open-minded en fait. Donc, ouais. Et à Vraiment. Dubaï, du coup, et puis dans tous les pays que vous avez fait, vous étiez surtout en contact avec des expats aussi, ou vous Alors, avez l'occasion de rencontrer et de sympathiser avec des locaux, ou alors, ça dépend. Au Brésil, oui, on a sympathisé avec des Brésiliens. Il y avait, Brésiliens et Français. Madagascar, Madagascar, il faut savoir que c'est une population où il y a un mixte de malgaches, mais bien souvent, ils ont des origines asiatiques ou d'Inde, d'Inde. Oui, il y a beaucoup d'Indiens, la communauté indienne est très présente. Donc, c'est un peu un melting pot quand même. Donc, oui, on avait des amis qui faisaient partie de ces différentes communautés. Finalement, assez peu d'amis français là-bas. Et par contre, à Dubaï, eh bien, en fait, on s'est retrouvés avec beaucoup de couples mixtes. On n'était pas vraiment connectés à la communauté française. On était plutôt sur des couples mixtes. Alors, ça pouvait être, par exemple, je sais pas moi, Afrique du Sud, Australien. Parce qu'en fait, on a fait le choix de mettre nos enfants à l'école internationale. On s'est dit, on est dans un pays où l'anglais est la langue commune à tout ce mélange de pays. Et donc, c'était pour nous l'opportunité de donner cette chance à nos enfants, en fait. Oui, parce que du coup, tu as le deuxième enfant qui est arrivé à Dubaï, alors, cette fois. Tu maîtrisais mieux l'anglais, ça y est? Ouais, tu parles anglais. Un peu plus à l'aise. Et donc, oui, donc Victor est né à Dubaï. Et oui, en fait, on a trouvé que c'était une vraie chance pour eux. Moi, je sais que parce que peut-être que aussi, on dit qu'il y a des gens qui ont l'oreille qui se prêtent plus pour apprendre une langue ou même des capacités à apprendre plus facilement une langue. Moi, je sais que ma première langue, c'était l'allemand et ça se passait plutôt bien. Et après, quand j'ai dû apprendre une deuxième langue, c'est un peu comme si j'ai fait un blocage. Du coup, j'ai pris du retard dans mes cours d'anglais et j'ai dû rattraper tout ça pour le bac, pour la prépa, pour l'école de commerce. Et donc, on s'est dit, voilà, nos enfants, ils ont l'opportunité d'aller dans un système où ils peuvent directement apprendre l'anglais. Et let's go. Et aujourd'hui, mes enfants, eux, entre eux, ils parlent anglais. Nous, on est obligé de les reprendre quelquefois à table pour qu'ils parlent français avec nous, parce que sinon, Je vais te demander justement, du coup, quand là-bas, ils parlent anglais forcément, mais est-ce qu'à Dubaï, du coup, tu donnes des cours de français aussi là-bas ou c'est pas du tout démocratisé? Alors, en fait, nous, on avait choisi aussi l'école dans laquelle ils étaient parce que justement, il y a tout un groupe de mamans qui se sont motivées et qui se sont fédérées pour qu'il y ait des cours de français au sein de l'école. Et qu'au début, les cours, c'était un peu comme une after-school activity, donc extrascolaire. Et petit à petit, en fait, c'était super ce qu'elles ont fait. Elles ont réussi à mettre ce cours de français au sein du programme, du planning des enfants. Et donc, les enfants ont suivi le CNED. Je ne sais pas si vous connaissez le CNED. Ouais. Donc, système d'apprentissage à distance, donc qui donnait en fait un certain crédit, quoi. Il y avait une méthode, etc. Donc, ils ont appris toutes les bases du français à l'école. Voilà. Et du coup, vous êtes resté combien de temps, tu disais, à Dubaï? 15 ans quand même. Et alors, pourquoi vous êtes parti? Alors, en fait, on est parti parce que de toute façon, ça faisait un moment qu'on avait décidé pour nos enfants qui ne vivent pas leur adolescence à Dubaï. Pour plusieurs raisons. Nous, on a été vraiment très heureux là-bas. C'est vrai que quand on était un couple, on travaillait à plein temps tous les deux, tout le temps. Et donc, du coup,
eh ben, on avait la possibilité d'avoir une nounou pour nous aider avec les enfants. En fait, avec l'âge, les priorités changent. Et bon, je ne sais pas. Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas. Peut-être que si j'avais un troisième, je resterais vraiment avec lui pour l'élever moi-même. Je ne sais pas. Enfin bref, de toute façon, après, on repart chacun avec notre expérience sur le dos. Hein. Mais à l'époque, on trouvait que c'était une vraie chance d'avoir quelqu'un pour nous aider, ce qui était le cas. Et pourquoi j'ai perdu le fil de mon... Bah, c'est en gros, qu'est-ce qui a fait, quelles étaient les raisons finalement les pour raisons lesquelles tu ouais. décides de Bah, quitter Dubaï? La première raison, c'était qu'on ne voulait pas que nos enfants passent leur adolescence à Dubaï. Et surtout, on voulait leur montrer que Dubaï, ce n'était pas le monde, en fait. Moi, quand ma fille, je ne sais plus quel âge elle avait, mais quelqu'un nous a demandé, vous leur a demandé de quel pays vous êtes. Et quand elle a dit, mon pays, c'est Dubaï, j'avoue que moi, ça m'a vraiment fait bondir parce qu'en fait, non, vous êtes français, les enfants. Et c'est vrai que alors, ces enfants-là, j'ai oublié le nom. Il y a des Américains qui ont donné un nom pour ces enfants qui se retrouvent un peu déracinés, c'est-à-dire qu'ils sont pas nés dans leur pays d'origine et en plus, ils vont vivre dans d'autres pays. Je retrouverai le nom à l'occasion. Mais c'est vrai que ces enfants-là, quelque part, à un moment donné, peuvent ne pas retrouver leurs racines, en fait, enfin, ne pas se sentir concernés par leurs racines. Et donc, voilà, on voulait montrer à nos enfants qu'il y avait autre chose que Dubaï, en fait. Est-ce que vous aviez l'habitude pendant ces années à Dubaï de revenir régulièrement en France pour voir les grands-parents ou est-ce que c'était très anecdotique? Non. En fait, tous les étés, en fait, on rentrait. Et aussi, ça a permis aux enfants de créer des liens avec leurs grands-parents parce que comme il faisait très, très chaud à Dubaï, mon mari et moi, on travaillait et donc le mois de juillet n'était pas off pour nous. Donc, on travaillait le mois de juillet, mais il faisait déjà tellement chaud que, en fait, moi, je rentrais pour déposer les enfants en France chez mes parents et ensuite, ils allaient chez mes beaux-parents. Et donc, voilà, ça a vraiment permis de créer des liens avec les grands-parents. Et puis après, on rentrait aussi pour Noël. Mais bon, c'est très court tout ça. Les week-ends chez les papis-mamies, ils ne connaissaient pas trop. Enfin, ils ne connaissent pas en fait. Donc voilà. Et puis, mais c'est vrai que quand on vit à l'étranger, après, ça dépend. Chaque famille est différente et ça dépend des liens aussi qu'on a et qu'on veut entretenir avec nos familles. Mais nous, ça nous tenait à cœur de rentrer l'été et Noël. Quelquefois, ils venaient à Noël chez nous. Et par contre, on se réservait vacances en famille à Pâques, où on était vraiment entre nous, en fait. Ouais. Donc, que tous les quatre. D'accord. Et du coup, vous êtes retourné en France, c'est ça? Ou pas du tout? Pas du tout. En fait, pas du tout à chaque fois. bon, alors, mon mari avait reçu des propositions et ça faisait 2 ans que ça tournait un peu en rond. Moi, de mon côté aussi, j'ai évolué. Et donc, en fait, à la fin de ces 2 ans où on se disait, bon, maintenant, il va falloir quand même regarder un peu pour vraiment que ce qu'on veut faire, c'est-à-dire ne pas avoir nos enfants ados à Dubaï, prenne vie. Et donc, du coup, mon mari a reçu une opportunité, celle de partir à Kuala Lumpur. Et donc, voilà, on a fini par partir. Tout s'est bien imbriqué parce qu'on n'avait plus de maison à partir du 30 août et on a pris l'avion le 30 août. Donc, tout s'est bien installé. C'était génial. Donc, voilà. Donc là, c'est août 2020, du coup. Ouais, août 2020. Exactement. Et donc, on est resté 1 an et demi à Kuala Lumpur. Et ensuite, eh bien, en fait, on a décidé pour différentes raisons de changer de cap, on va dire. Et on a choisi le pays dans lequel on allait vivre. Ça faisait un moment qu'on avait un œil sur le Portugal, parce que mon mari avait eu une opportunité là aussi. Et donc, en fait, on s'est concertés, on s'est assis tous les 4 et on a évalué un petit peu les envies, les besoins de chacun. On voulait se rapprocher aussi de nos familles réciproques, parce que moi, mes parents sont âgés, et puis voilà, pour être près aussi des beaux-parents. Et donc, voilà, on a atterri au Portugal. Et il y a 2 choses là qui me... Vas-y, termine. Ouais, vas-y, non, je t'en prie, vas-y.
Déjà, je voulais revenir sur le moment où vous êtes parti du coup de Dubaï à Kuala Lumpur, parce que là, pour le coup, c'était le premier grand déménagement pour tes enfants. Mon Dieu, ouais. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu les as préparés longtemps à l'avance à l'idée? Parce que tu as parlé de 2 ans de réflexion. Est-ce Ah non, mais eux, que... par contre, n'étaient pas du tout dans ce. Enfin, D'accord. remarque, je sais pas comment on pourrait dire. Parce qu'en fait, quand on est expatrié comme ça, nous, on avait décidé de pas, d'y aller step by step avec les enfants parce que c'est leur monde en fait. Quelque part, je ne vais pas dire que c'est leur monde qui s'écroule, mais quand même, c'est leur monde qui change complètement. Et ils doivent vous suivre. Ils n'ont rien demandé à personne. Parce qu'ils avaient quel âge du coup à ce moment-là? Alors, moi, Sacha, il avait 14, c'est possible. 14. Et donc, Victoire, 11, je crois, à peu près. Sacha était prêt pour partir parce que lui, en fait, quand on est expatrié comme ça, quand on vit à l'étranger, surtout dans ce genre de pays, en fait, très souvent, les gens ont des contrats de 3 ans puis qui renouvellent. Et donc, les gens viennent, mais ils partent aussi. Et il a perdu comme ça pratiquement les 4 dernières années. À chaque fois, ses meilleurs amis partaient. Donc, à un moment donné, il venait vers moi puis il me disait « Maman, c'est quand notre tour à nous ?» Il était vraiment prêt pour partir. Alors que ma fille, un peu plus dure parce qu'elle avait toutes ses copines dans le voisinage. Elles allaient à l'école ensemble, elles rentraient, elles faisaient leurs devoirs. Enfin, elle avait sa vie, elle, là-bas. Donc, pour elle, c'était plus difficile. Ouais. Les contacts ont pu être gardés ou c'est compliqué? Ouais. Ah non, ouais. Et ça c'est génial aussi, hein, la technologie. Merci WhatsApp, merci Skype à l'époque et Zoom maintenant parce que c'est génial. Ma fille, elle pouvait, je pense que ça l'a vraiment aidée en fait dans cette transition parce qu'elle faisait, bon, le Covid aussi parce que le Covid a imposé l'école en Zoom aux enfants. Donc, ils avaient l'habitude de se retrouver comme ça. Ils faisaient même leur birthday party sur Zoom. Et donc, en fait, elles ont maintenu ça. C'était un groupe de filles, et puis oui, il y avait 2 garçons avec. Et comme ça, ils ont pu rester en contact. Donc, c'était vraiment génial et ça a vraiment aidé dans la transition. C'est vrai que ta question était assez pertinente parce que le fait de garder contact pour tes enfants, c'est quelque chose que moi, du coup, j'ai eu du mal à vivre parce que moi, quand j'ai vécu 3 ans en Afrique et par contre, c'était il y a bien plus longtemps. Et du coup, j'avais pas de téléphone, j'avais rien, c'était des lettres, quoi. Et puis pour envoyer des lettres en Afrique et tout, c'est plus compliqué que en France. Donc forcément, moi, j'ai perdu assez facilement contact avec tous les gens que je connaissais à l'époque là-bas. Donc c'est vrai que c'est une chance de pouvoir communiquer maintenant. Et on garder contact. Ouais, c'est hyper précieux, on s'en rend pas compte, mais c'est vrai que c'est hyper précieux. Ouais. Et du coup, Sacha aussi, mon fils, a gardé contact avec ses amis. Donc ça, c'était chouette. Mais c'est vrai que le départ, voilà, encore une fois, en fait, c'était pas notre cas, mais nous, on a rencontré plusieurs familles où, par exemple, l'un des 2 parents avait un contrat qui était signé, limite le déménagement déjà envoyé, et puis finalement, au dernier moment, ça se faisait pas. Et alors là, c'est l'ascenseur émotionnel. Ah ouais, vraiment, c'est ça. Ouais. Donc, mais c'est clair qu'un départ, où qu'il soit, que ce soit un départ vers son pays d'origine, parce que finalement, après autant d'années à l'étranger, je n'ai pas vécu, mais je pense qu'on arrive un étranger dans son pays quelque part. Ou partir dans un autre pays, eh bien, ça implique forcément de gros changements qu'il faut, je pense, préparer en fait. Et d'où une très bonne communication, enfin très bonne. C'est l'importance de la communication au sein de la famille pour pas que les enfants, déjà au sein du couple, déjà voilà, une belle discussion à avoir et qu'est-ce qu'on fait parce que pour nous, partir à Kuala Lumpur, moi l'Asie, beaucoup de gens adorent et se disent ah mais l'Asie c'est là-bas l'avenir, mais moi c'est marrant, j'avais pas un feeling et en plus je voulais me rapprocher de mes parents déjà à l'époque. Donc moi partir en Asie ça me renvoyait 6 heures de vol en plus dans l'autre sens. Donc j'ai eu du mal en fait au début et puis on se dit allez c'est l'aventure, on y va et puis voilà on a discuté et puis à la fin moi, j'étais d'accord pour partir, mais au début,
On s'était mis d'accord sur une durée, mais j'ai dû négocier un peu, moi, parce que moi, je dis, OK, on part pour 3 ans. Mon mari, non, on part pour 5 ans. Bah, à la fin, on est resté 1 an et demi. Donc, quelquefois, il ne faut pas se battre sur des choses qui ne sont pas encore. Encore. Et quand vous vous êtes posés tous ensemble là je trouve ça incroyable, ça. Vous êtes mis autour. Je vous imagine, tu vois, autour d'une table. Alors, toi, t'aimerais aller où? Toi, je trouve ça génial. On a Quand tu posé parlais les de la options. communication. Mais après, voilà, c'est des. Enfin, comment dire? C'est des pays, on avait posé sur la table des pays où on pouvait aller. Il y a un moment donné Amsterdam qui s'est posé. Bon, la France se posait pas. Et puis, quel autre pays? Peut-être l'Espagne. Mais bon, voilà, on s'est même demandé est-ce qu'on retourne à Dubaï, en fait, à un moment donné. Moi, j'étais tellement heureuse en Malaisie. Ce que j'ai adoré par-dessus tout, c'était la nature. Parce qu'en étant à Dubaï, c'était le désert, même si on avait la mer, mais c'est complètement différent. Et retrouver la nature. La végétation. Ouais, vraiment. Et donc, en fait, voilà, Portugal, tout le monde a trouvé son compte et c'est comme ça qu'on est parti. Mais c'est vrai, quand tu dis Manon, on va encore dans notre salle, dans notre cuisine à Kuala Lumpur et à discuter. C'est quoi notre projet de vie, en fait? Vous connaissiez un petit peu le Portugal ou... En fait, pour la petite histoire, le Portugal, c'est le premier voyage que j'ai fait dans la Renault, je ne sais plus quoi, la petite Renault là, à l'époque, avec mon mari. On est parti de Paris et on est descendu et on a fait toute la côte du Portugal en voiture. Donc, c'était notre premier long voyage comme ça ensemble. Donc, déjà à l'époque, mais bon, à l'époque, on ne savait pas du tout qu'on allait venir vivre ici, quoi. Mais oui, c'est un peu différents appels du pied, en fait, par ce pays. Ouais. Moi, j'aimerais du coup revenir, parce que là, actuellement, tu es encore au Portugal, c'est ça? Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu as appris sur toi avec tous ces voyages, tous ces rebondissements? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce que c'est forcément quelque chose que tout le monde ne vit pas. Donc, qu'est-ce que tu pourrais retenir de tous ces changements? Bah, en fait, Pas une question facile, hein, je sais, mais… Non, mais j'ai envie de dire, et c'est marrant parce que ce message me revient au fil de notre discussion, mais voilà, tu me donnes l'occasion de le placer. Il faut vraiment suivre son intuition, je trouve. Alors évidemment, il faut calculer le risque. On ne part pas comme ça, tête bêche, sans s'assurer qu'on a une sorte de buffer financier déjà. Il faut que ce soit réaliste le projet, parce que sinon, il ne va pas être viable. Donc, il faut quelque part calculer le risque qu'on prend, mais à un moment donné, il faut passer à l'action, comme dirait notre cher ami Lingen. Et oui, c'est oser passer à l'action, mais aussi, quelque part, ça rejoint le thème, hein, mais vraiment se reconnecter à soi-même pour savoir ce qui est bon pour soi et quelque part, voir comment on peut vivre ça avec la famille, quoi. Parce que c'est vrai que c'est pas évident en fait de trouver un pays commun qui convienne. Bon, on n'est que 4, hein, mais qui convienne où chacun puisse trouver en fait un peu un élément pour s'épanouir. Je sais pas, il faudrait poser la question à mes enfants. Je pense qu'on a chacun des éléments différents, mais au fond du compte, on est content d'être ici, quoi. On est vraiment à chaque fois qu'on vient ici, on se dit waouh, quelle chance. Quelle chance. Si vous voyez ma vue, c'est la nature en fait. Donc ouais, c'est vraiment un retour à la connexion à la nature, à la simplicité aussi quelque part. Parce qu'après 15 ans de Dubaï, ben, c'est vrai qu'on s'habitue à un luxe, peut-être à une propreté peut-être démesurée, je ne sais pas. Enfin voilà, on s'habitue à un standing qui… moi, personnellement, qui m'a peut-être un peu éloignée de la simplicité. Et c'est ce qu'on a aimé retrouver en fait ici. Ouais. Et là, du coup, comme tu disais tout à l'heure, on part sur 5 ans, sur 3, finalement, on a fait 1 an et demi. Là, comment vous le sentez pour le Portugal? Est-ce que c'est différent ou pas? En fait, donc nous, notre challenge d'aujourd'hui, c'est de pouvoir rester ici au moins jusqu'à ce que notre fille ait son baccalauréat.
Donc aujourd'hui, elle a 13 ans. Donc il reste encore 5 ans, 4-5 ans. Ouais. D'accord. Après, on verra si on peut rester plus, peut-être. Et peut-être qu'on sera content d'aller dans un autre pays, on verra ça. Et c'est ça, en fait, pour répondre à ta précédente question, Sébastien, c'est vraiment ça, qu'il faut aussi se laisser porter par ce que la vie vous apporte. De savoir saisir votre chance, saisir l'opportunité, donc de faire un pour action, mais ne pas toujours avoir un plan défini, parce que quelquefois, quand on a un plan trop défini, on se dit, OK, moi, dans 2 ans, je serai là, dans 3 ans, je serai là, et dans 4 ans, je serai là. Ben, quelquefois, on est un peu stubborn et on reste bloqué sur ces objectifs qu'on s'est mis. Il faut laisser un peu de fluidité enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je laisse venir à moi et j'essaie d'être aussi autant à l'écoute possible de ce qui se présente à moi, en fait. À nous, en l'occurrence. Enfin, voilà, il y a plein de choses dans la vie comme ça où c'est pas calculé et on saisit notre chance. Ce que je me disais, du coup, c'est que finalement, c'est dans ce que tu décris, c'est en étant ouvert finalement aux opportunités qu'on arrive à se réinventer, peu importe où on va, parce que c'est un terme que tu utilises, toi, se réinventer, peu importe le pays et tout ça. Et je me demandais comment on se réinvente finalement, parce que quand on part quelque part, tu disais tout à l'heure, on repart à zéro. Bon, je pense qu'on repart jamais complètement à zéro, mais il y a quand même des choses à mettre en place. D'un point de vue, voilà, le professionnel, tout un entourage à recréer, etc. Donc, dans quel état d'esprit, finalement, c'est bon d'être pour pouvoir se réinventer Alors, moi, je dirais, bon, ça, c'est mon parcours, se reconnecter à soi-même pour vraiment savoir ce qui est bon pour nous, parce qu'on est tous uniques en fait. Personne n'est comme toi, Manon, personne n'est comme toi, Seb. Il n'y a que vous qui pouvez ressentir. Il n'y a que toi, Manon, qui voit comme tu vois, qui goûte comme tu goûtes, qui sent comme tu sens, qui touche comme tu touches. Enfin voilà, on est tous uniques. Et l'idée, c'est vraiment, moi, pour avoir bossé, vraiment, j'ai bossé comme une folle corps et âme pendant tout mon parcours à Dubaï, et j'ai eu mes enfants, et mon mari aussi travaillait. Enfin, c'était quand même des vies hyper intenses en fait. Et à la fin, eh ben, on est un peu perdu. Et alors, moi, je fais quoi sur cette terre? Enfin, c'est quoi mon objectif ici? Tu vois? Même si, moi, je suis passée dans la société pour laquelle je suis restée 10 ans pour la même société à Dubaï. Et petit à petit, j'ai appris plein de choses. C'était génial et j'ai monté un peu les échelons. Mais à la fin, tu te dis, bon, what's next? Tu vois? C'est quoi la suite? Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à entreprendre, du coup? Ouais, je pense que oui. Et quelque part, le fait de partir à Kuala Lumpur, où je ne pouvais pas travailler pour quelque société que ce soit pendant les 3 premières années, ça m'a donné l'impulsion pour créer ma société, en fait. Mais en allant là-bas, quelque part, en vivant 15 ans au même endroit, vous savez, quelque part en société, on a tous un peu, qu'on le veuille ou pas, un masque, en fait. Et moi, en allant à Kuala Lumpur, j'ai vraiment ressenti, c'était sûrement à ce moment dans ma vie où ça s'est passé comme ça, mais j'avais l'impression, c'est comme si mon ardoise, elle était toute blanche tout d'un coup, et que c'était une vraie chance pour moi de partager avec mon nouvel entourage qui je suis vraiment. J'avais plus besoin d'être la boss, j'avais plus besoin d'être je sais pas, peut-être la fille super active et la fille qui était au top. Et non, voilà, j'étais juste qui je suis. Et donc, petit à petit, en fait, quand j'ai découvert des nouvelles personnes à Kuala Lumpur, ça a mis un peu de temps parce que, enfin, ça n'a pas mis de temps pour moi à rencontrer des gens, mais physiquement les rencontrer parce qu'il y avait le Covid quand même. En Asie, ils sont restés vraiment confinés pendant hyper longtemps. Hein. Et en fait, quand j'ai rencontré ces nouvelles personnes, c'était pour moi une super occasion on enlève le masque là que je me suis créé pendant des années et puis je pouvais juste être moi. Et ça, c'était une sensation fantastique. Un sentiment de liberté, de légèreté. Et pour moi, c'est vraiment à Kuala Lumpur où j'ai pu cheminer et grandir intérieurement. Et je me suis fait d'ailleurs accompagner par une thérapeute que j'avais déjà à Dubaï. Mais ouais, c'était une expérience que moi, j'ai adorée. C'est un peu, tu sais, comme l'explosion de la fleur. Est-ce que tu dirais que
l'entourage est hyper important dans tous ces changements, etc., que ce soit ta famille, tes amis ou même un thérapeute ou autre. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est dans des moments de transition comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui est important? Moi, j'ai mon avis, mais c'était pour avoir le tien, mais je suppose que… Alors, tu veux dire en soutien? Ouais, soutien, que ce soit au niveau de ta famille, soutien émotionnel ou autre, pouvoir partager les choses et tu vois. Ouais. Alors, oui, bien sûr, c'est hyper important. Bon, alors il y avait sans doute le Covid, hein, mais nous, quand on a bougé donc tous les quatre de Dubaï en Malaisie, pour nous, ça a tellement resserré notre famille. C'était le Covid y a beaucoup fait, évidemment, parce que mon mari ne voyageait plus, mes enfants n'avaient plus leurs activités non plus, donc en fait, on s'est tous retrouvés. Mon fils et ma fille se sont vraiment reconnectés à ce moment-là. Non pas qu'ils ne s'entendaient pas, mais que comme on était tous super busy dans nos vies, et ben le Covid, ça nous a juste reconnectés tous les quatre, et c'était génial. Et quelque part, ça nous a rendus plus forts, en fait, pour justement pouvoir, après, partir dans cette nouvelle aventure. Mais oui, alors quelque part, j'ai envie de dire, Sébastien, oui, bien sûr, le soutien de l'entourage, ça compte. Par exemple, pas avoir tes parents qui te blâment parce que encore tu pars plus loin, tu vois. Non, mes parents m'ont toujours soutenue depuis le Brésil. Hein. Ils m'ont dit, mais vas-y, malgré le fait que eux, je pense qu'ils avaient des attentes vis-à-vis de nous, parce que comme ils sont, et mon papa, il a 87 ans, donc voilà, mais non, c'est votre vie en fait. Voilà, mes parents nous ont toujours dit, on n'élève pas nos enfants pour nous, on les élève pour qu'un jour ils puissent s'envoler. Et c'est vraiment ça. Et donc oui, le soutien des autres est important. Mais après, j'ai envie de te dire, quelque part, enfin, c'est pas présomptueux ce que je veux dire, parce que moi, j'ai grandi comme ça, on va dire, j'ai fait naître cette force intérieure à Kuala Lumpur. Mais quelquefois, quand l'entourage te semble de prime abord une entrave, ou plus où il y a de la création de conflits, et ben en fait, tu te rends compte que quelque part, tu as ta responsabilité dans cette relation. Dans chaque relation, on a notre responsabilité, n'est-ce pas? Et donc, moi, ce qui m'a vraiment permis de profiter à 100% de cette expérience à Kuala Lumpur, ou même ici aujourd'hui, c'est vraiment de me reconnecter avec moi-même. Parce qu'une fois qu'on sait où on veut aller, qu'on a appris à s'aimer vraiment pour qui on est, sans notre masque, et de découvrir tout le potentiel qu'on a en nous, et ben en fait, quelque part, on trouve notre lumière et on peut la partager avec les gens qui sont autour de nous. Et ça c'est vrai pour chacun des membres de la famille, quelque part. Donc, on s'auto-illumine, si je peux dire. Mais voilà, avant de trouver la lumière, on passe par l'obscurité. Et c'est en passant par l'obscurité qu'on se rend vraiment compte de la lumière, de l'intensité de la lumière, en fait. Je voulais revenir, moi, du coup, à ton activité de coach. Oui. Déjà, ma première question, parce que je pense que tout le monde ne sait pas très bien ce que c'est, qu'est-ce que c'est être coach holistique? En fait, coach holistique, ça veut dire que tu prends en considération tout l'aspect de la personne. Donc, tu vas prendre le corps, le cœur, l'intuition, tout ce qui est spirituel. Donc, vraiment, tu prends la personne dans sa globalité. Donc, ça veut dire quand tu fais un coaching en fonction des questionnements, en fait, des sujets pour lesquels la personne vient te voir, ben, tu vas t'assurer que la personne pourrait être vraiment alignée avec elle-même. Et à la fin, le but, c'est de trouver ton purpose. Les mots me viennent en anglais parce que je travaille en anglais. Donc, tu as quelque part ton chemin de vie, tu as la façon dont tu peux contribuer au monde, en fait. Oui, c'est ça. C'est de considérer la personne dans tous les aspects de cette personne. Donc, j'avais perdu le sens de ma phrase, mais quand quelqu'un vient me voir, si elle vient me voir et que par mes questionnements, on aboutit au fait que cette personne, dans son enfance, elle a reçu, on va dire, des jugements concernant son poids et qu'elle traîne ça encore avec elle et qu'aujourd'hui, elle veut avancer là-dessus, ben voilà, on va se focus là-dessus. Mais après, quel que soit en fait le sujet pour lequel la personne vient nous voir,
on prend toujours en considération le corps, le cœur, l'esprit, et ça nous ramène toujours à notre intuition. Donc, apprendre à nous reconnecter avec nous-mêmes. D'accord. Pour pouvoir, après, se reconnecter avec les autres. Parce que nous, tout seuls, on n'est rien, n'est-ce pas? Et du coup, donc aujourd'hui, tu accompagnes les femmes expats, finalement, ou qui ont été expatriées. Oui, alors en fait, j'ai mis du temps à trouver ce terme Global Woman parce que je ne voulais pas utiliser le mot d'expatrié parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui partent à l'étranger et ils n'ont pas des contrats d'expatriés. Pour moi, un expatrié, c'est quelqu'un qui part pour le compte d'une société et qui sont rétribués par cette société. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de gens qui partent à l'étranger et qui créent leur société en fait à l'étranger ou même pas en fait, qui vivent leur vie. Parce que voilà, il y a aussi des mamans qui sont mères au foyer, il faut le dire, c'est un job à part entière, n'est-ce pas? Et donc, oui, en fait, ce sont les femmes qui ont vécu dans leur vie un ou plusieurs déménagements. Et évidemment, un déménagement, ça implique de se recréer des liens sociaux, potentiellement de retrouver un job, de s'assurer que ses enfants soient bien installés et soient heureux dans ce nouveau lieu, de soutenir leur mari aussi et surtout aussi de se prendre soin d'elles. Et dans tous ces tourbillons de la vie, moi je l'ai vécu comme ça, chacun le vit différemment, encore une fois, hein, on est tous uniques, mais à un moment donné, on est perdu. On ne sait plus vraiment qui on est, on ne sait plus vraiment ce qu'on veut, ce dont on a besoin et nos désirs. Et donc, en fait, l'idée, ça m'est venu ça de mon parcours, en fait. Quelque part, ce que je propose aux femmes qui viennent à moi, c'est de les aider à retrouver cette force intérieure, cette joie intérieure de façon inconditionnelle. C'est-à-dire, quoi qu'il se passe autour d'elles, qu'elles auront toujours la possibilité de se reconnecter à leur temple intérieur pour retrouver cette joie. Et pour moi, la joie de vivre, la joie vraiment profonde, c'est quelque chose de... Comment dire? Ouais, c'est le cœur de la vie, quoi. Moi, j'aimerais te poser juste une petite question rapidement par rapport à si quelqu'un voudrait, par exemple, s'expatrier ou aller vivre à l'étranger avec sa famille, mais qu'il a des peurs, des résistances, mais qu'il y pense quand même réellement. Qu'est-ce que tu pourrais dire à cette personne pour peut-être lui donner des idées ou des conseils? Des ailes pour voilà. Rapidement, mais qu'est-ce qui pourrait vraiment faire une différence? Peut-être être pragmatique. C'est quoi les peurs? Alors, il y a des peurs qui sont quelque part justifiées et c'est bien de les avoir parce que ça permet de poser une interrogation, mais c'est bien d'identifier cette peur, de savoir d'où elle vient. Est-ce qu'elle est vraiment justifiée? Est-ce qu'elle est réelle? Pour après pouvoir mettre en place un peu les checkpoints. Ok, enfin, je ne sais pas si on a... Après, les peurs, hein, on le sait tous, c'est lié aussi à des choses qui nous sont arrivées plus petits, des choses qu'on a plus ou moins bien vécues étant enfant ou ado. Mais ouais, moi, le message, c'est facile à dire, mais c'est vraiment ça. Ne vous laissez pas driver par vos peurs parce que c'est tellement limitant. Et on se rend compte que, ouais, faites confiance à la vie. C'est le message de ma maman. Fais confiance à la vie. Et c'est vraiment ça. La vie, elle vous veut que du bien. Donc, voilà, il faut... Et c'est ça l'idée, c'est rester centré pour pouvoir recevoir, pour pouvoir écouter, donc entendre, ressentir toutes les choses que la vie nous apporte. Que la vie, elle est là pour nous faire grandir. Et c'est à nous de savoir, de saisir les opportunités, en fait, pour apprendre des leçons qu'elle nous met sur notre chemin. Et c'est là où, en fait, on arrive à transformer tous les obstacles qu'on rencontre dans notre vie en opportunités. Et là, la vie, elle devient waouh! C'est vraiment ça. Et c'est ça que je veux faire goûter, moi, quand j'accompagne les gens. L'idée, c'est vraiment, voilà, qui que vous soyez, vous avez tous le potentiel en vous pour être heureux, en fait, dans votre vie. Et quoi qu'il se passe autour de vous. Par contre, il faut reprendre la responsabilité de sa vie. C'est-à-dire que vous êtes responsable, en fait, de votre façon de vivre les situations qui se présentent à vous. Donc, soit vous en faites un tableau tout noir, soit vous décidez de dire « Ok, pas facile ça, mais je vais passer au travers. » Et une fois qu'on est passé au travers, la lumière est là.
Pas dire de mieux. Ouais, non, mais c'est vraiment, ça me transporte en fait de parler de ça parce que comme je l'ai vraiment vécu, ça me tient à cœur que les autres autour de moi le vivent aussi parce que ça donne des ailes en fait. Ça donne des ailes, tout devient possible. C'est le message de Montréal au Canada. C'est quelque chose ouais, dont tu transpires et que tu communiques par ta présence en fait. Du coup, ça. Ben, merci Manon. Merci pour ce mot. Je voulais te demander, du coup, est-ce qu'on t'aurait souhaité aborder quelque chose que tu n'as pas abordé là? Est-ce que tu souhaiterais dire quelque chose à ceux qui nous écoutent, celles et ceux qui nous écoutent? Alors, bon, oui, je veux bien si tu me donnes cette opportunité. Ah, bah, avec plaisir. En fait, moi, ma joie, je la tire de mon guide qui est Jésus-Christ. Après, c'est pas du tout une question de religion, hein, mais c'était juste pour partager ça, que cette joie que je qualifie d'inconditionnelle, ça m'empêche pas de passer par des moments de tristesse ou par des moments de colère, mais je retrouve toujours ma joie intérieure parce que je sais qu'il est là pour moi et il est dans mon cœur. On a tous quelque chose de divin en nous, n'est-ce pas? Alors après, on peut l'appeler l'univers. Enfin voilà, chacun on met le mot qu'on veut dessus, mais il y a quelque chose de plus grand que nous, n'est-ce pas, qui nous a créés. Et ouais, c'est ce que je voulais vous partager. Moi, je trouve ma joie au travers de mon guide Jésus. Et alors, évidemment, moi, quand je fais mes coachings, je ne parle pas de ma foi comme ça. Je ne suis pas là pour faire du prosélytisme, mais je respecte toute conviction, on va dire, qu'elle soit religieuse ou pas. Mais voilà, c'est de là que me vient ma joie inconditionnelle. D'accord. C'est vrai que moi, du coup, tu vois, je suis pas croyante, mais par contre, je suis très sensible au terme de foi dans le sens où je sens que j'ai développé une foi en moi et en l'avenir qui tient finalement à une sorte ouais, de confiance, je pense. En moi et en l'avenir. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui me drive au quotidien, quoi, finalement. Donc, c'est vrai que chacun, en fonction de ses croyances, et comme tu disais, que ce soit en Dieu, que ce soit en l'univers ou quoi, mais en tout cas, avoir une certaine confiance en la vie et dans le fait qu'on est capable de rebondir et capable justement de transformer une épreuve en opportunité, c'est quelque chose, je trouve, qui nous permet d'avancer comme ça et de profiter tout simplement. J'aurais pas dit mieux de toute façon. Je suis totalement d'accord. Pour ajouter un terme à tout ce que tu viens d'énoncer, Manon, j'ajouterais l'humilité. Parce que quand on sait qu'il y a quelque chose de bien plus grand que nous qui gère tout ce monde et l'univers, en fait, à un moment donné, voilà, on sait qu'on est vulnérable. Et quand on le reconnaît, alors l'humilité, ça se travaille tous les jours, hein, parce qu'on est chacun pas du tout humble à nos heures. Mais une fois qu'on sait qu'on est tout petit, et que donc du coup, il vaut mieux se laisser quelque part lâcher prise et se laisser guider par ce qui nous entoure, la vie devient vraiment beaucoup plus simple que de vouloir tout contrôler et que ce soit lui là-haut, notre ego, qui nous guide en fait. Parce que c'est lui qu'on peut vraiment jamais tout contrôler de toute façon. Hein. Exactement. C'est complètement illusoire d'essayer. Ouais. Et puis c'est peine perdue. Alors que quand tu te remets entre les mains de l'univers, on peut l'appeler pour matcher le plus grand nombre. Ouais, tu sais que tu n'es rien, donc voilà, aie confiance en ce tout et tout ira bien. Où est-ce qu'on peut te retrouver où est-ce que tu te trouves sur les réseaux sociaux peut-être? Alors, De toute façon, on mettra dans tous les cas, on mettra tous tes liens dans la description. D'accord, merci beaucoup. Et ben en fait, donc sur Instagram, donc authentique you _ by hello _ un peu compliqué, mais bon, le reste était déjà pris.
Et sur ma chaîne YouTube aussi, donc Authentic You by Hello en un seul mot, je pense. Et voilà, mais je serais ravie si vous allez jeter un coup d'œil. Enfin, je sais que tous les deux, vous l'avez fait, mais les gens se Oui, retrouveront bien sûr. pour aller En tout regarder. cas, pour avoir un petit coup de peps là, bah oui. un petit peu Voilà, de voilà. luminosité dans sa journée. C'est vrai qu'un petit coup d'élo, ça fait du Ouais. bien. En tout cas, merci beaucoup Merci. pour tout ce que tu nous as partagé. Moi, je trouve ça super riche Mm. et bah, je suis sûr que ça va plaire à beaucoup de personnes et on pourra être inspirés. Mm. Parce que c'est J'espère aussi... qu'ils oseront. Voilà. Et qui, du coup, pour venir aussi, enfin, je ne sais pas comment est notre temps imparti là, mais comment ce que ce que je vous ai partagé rejoint votre coaching à vous, les gens que vous accompagnez, puisque vous vous appelez Oseras-tu. Donc, comment vous voyez ça? Ce que je vous ai partagé, comment est-ce que ça peut rejoindre en fait les personnes qui vont venir à vous? Non, en fait, les personnes qui viennent à nous, tu sais, c'est des personnes qui sont dans un moment de leur vie où très souvent elles ont une envie de changement, mais avec tout un tas de peurs qui peuvent arriver et qui peuvent finalement bloquer et rendre cette transition, ce changement, soit pas du tout fluide ou un peu désagréable, inconfortable. Et tout ce que tu as partagé, et notamment justement cette fluidité dont tu témoignes et tout ce qu'on se disait sur le fait d'avoir confiance finalement, c'est quelque chose qui forcément va faire écho. Et nous, ce qui nous intéressait beaucoup aussi dans le fait de te donner la parole, c'était toute cette expérience de Global Woman. Si je reprends ton terme, je n'osais pas trop le dire parce que bon, Oui, l'anglais, ah bah, l'accent. oui, Mais c'est ça aussi qu'on souhaitait aller chercher auprès de toi, parce que c'est un exemple de parcours de vie qui sort de l'ordinaire et qui justement peut être source d'inspiration pour des personnes qui ont envie d'avoir cette vie un peu extraordinaire. ouais. Non, mais c'est. Bah, non, Ajouter tu as quelque chose très peut-être. bien résumé. Ça permettra aussi aux gens du coup de peut-être oser un peu plus. Et Ouais. c'est en osant du coup qu'ils peuvent être eux-mêmes aussi et en s'écoutant parce que c'est vrai qu'on peut vraiment être bloqué par nos peurs et nos croyances. En Et, s'écoutant, ouais. et des fois, avoir un point de vue extérieur, ça peut aussi aider à débloquer certaines choses. Donc, ouais. En tout cas, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. merci pour Et tout. Merci pour tout, ouais. non, bah, avec grand plaisir. Donc, le mot de la fin, c'est allez-y, osez, parce que vous ne regretterez rien, en fait. Ouais. Tant que vous ne l'aurez pas fait, vous ne pourrez pas savoir ce que vous manquez. Ouais, Donc, voilà. ça me parle beaucoup. Encore merci pour tout ce Avec que tu grand nous plaisir. as partagé. Merci à Et vous. puis, Très chouette. Merci. ce que je voulais dire aussi, c'est que pour toutes celles et ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner parce que on a d'autres interviews prévues. C'est un format qui nous plaît bien. Donc, si ça te plaît aussi, abonne-toi, comme ça tu ne louperas pas le prochain. Voilà. Merci encore, Merci Elodie. encore, Non, Hello. À Sébastien, très vite. merci. À Salut. bientôt. Bye bye. Bye.